Bonjour, aujourd'hui, je remonte un petit peu dans le temps pour retrouver la trace d'un artiste légendaire qui, avec toute sa simplicité, son dévouement, son goût d'être de son époque, a laissé une trace indélébile dans l'histoire de l'art de chez nous. Cet homme, Ozias Leduc, le sage de Mont-Saint-Hilaire. Il est né en 1864 dans une des plus vieilles familles, des premiers colons qui se sont installés dans ce secteur de Mont-Saint-Hilaire, sur le rang des 30, qui porte aujourd'hui le nom du chemin, Ozias Leduc. Il habite dans une petite maison modeste où lui et ses ancêtres ont grandi depuis 1827, évidemment, au moins. Il va l'aimer, son patelin, Saint-Hilaire, il va le dessiner, il va le peindre, il va l'admirer et plus tard, il va s'impliquer aussi dans la vie municipale. Mais pour revenir à notre jeune Ozias, il s'intéresse très tôt aux arts. La famille, assez modeste, n'a pas les moyens de lui payer le voyage initiatique que l'artiste canadien doit faire à cette époque en Europe pour parfaire sa formation. C'est donc ici au pays, principalement à Montréal, qu'il va se former dans les ateliers de peintres décorateurs qui constituent une bonne partie de ce que font les artistes canadiens français à cette époque pour décorer les intérieurs d'églises, entre autres. Donc, il fréquente l'atelier d'un sculpteur. Il va aussi apprendre tout le métier de la peinture murale, donc dans ces dernières décennies du 19e siècle. Pas étonnant qu'il sera en mesure lui-même d'ouvrir, avant la fin du 19e siècle, son propre atelier de décoration qui va devenir un des plus lucratifs au pays. Mais aujourd'hui, j'aimerais m'attarder plus longuement sur toute une autre portion de la production artistique de Leduc, c'est-à-dire la peinture de chevalet, pour lesquelles il est un peu moins connu, mais qui révèle toute une profondeur extraordinaire. Évidemment, des peintures d'Ozias Leduc, on parle de 100-150 peintures, des portraits des membres de sa famille, de ses amis, quelques autoportraits, des natures mortes, surtout en début de carrière, et des fabuleux paysages dans lesquels il va révéler toute son originalité, son lyrisme et son esprit poétique. Ces toiles, il va les travailler longuement, lentement, laissant mûrir la toile sur le chevalet, évidemment très longtemps. Il va souvent concevoir lui-même les encadrements, évidemment, de ces toiles. Et cette application, cet amour du métier, on le sent déjà dans les premières natures mortes qu'il nous donne. Il a dans sa jeune trentaine, dans la décennie des années 1880-1890, comme ce tableau. Les trois pommes, donc où il traite évidemment tout l'objet en clair-obscur, presque à la manière des grands maîtres hollandais, en Rembrandt par exemple, avec toute cette part d'ombre, cette mise en lumière exceptionnelle, évidemment, des objets tout simples, ici, ces trois fruits. Ou les oignons, par exemple, où on remarque toute la déformation magnifiquement bien rendue du reflet du légume dans le bol, la chair blanche du légume, évidemment ouvert, très, très minutieusement rendu, la composition remarquable. Donc, on sent que le duc est très attaché à la figuration, mais il ne s'en tient pas qu'au côté matériel de ce qu'il représente. Il va se servir de cette iconographie matérielle de cette image figurative, c'est-à-dire dans une approche symboliste. Pour comprendre ce qu'est le symbolisme, il faut se repositionner dans le contexte de la fin du 19e siècle, alors où beaucoup d'artistes utilisent encore l'art dans une démarche romantique, c'est-à-dire qu'ils vont utiliser l'art comme véhicule pour exprimer leurs émotions, leurs états d'âme. Et le symbolisme serait quelque chose comme la dernière variante de ce grand mouvement romantique qui aura véritablement caractérisé le 19e siècle. Toutefois, celui-ci est vu souvent comme un petit peu plus énigmatique, un peu plus complexe, peut-être, puisqu'il fait porter aux œuvres une idée, un concept, une réflexion sous la forme de symboles, évidemment, ou de signes qui vont agir comme des subtils indices et qui vont nous permettre, devant l'œuvre, après réflexion, après méditation, de pouvoir interpréter l'œuvre, la scène qui nous semblait très banale au départ, avec un deuxième niveau de lecture qui sera beaucoup plus conceptuel, beaucoup plus complexe, beaucoup plus philosophique et parfois même ésotérique.
Quoi qu'il en soit, le duc est un fascinant représentant du symbolisme canadien. Il avait déjà été au fait, évidemment, de ça dans la première partie de sa carrière, mais le tout va s'intensifier lors de son retour d'Europe, puisque oui, finalement, il va pouvoir s'y rendre de mai à décembre 1897 grâce à l'argent qu'il a accumulé avec les premières commandes de son atelier. Il va séjourner un peu à Londres et surtout à Paris, où il va être confronté au meilleur des œuvres des maîtres anciens, où il va pouvoir pratiquer le le nu féminin, le nu masculin, chose qui était à peu près impensable dans l'art canadien de la fin du 19e siècle. Et où surtout, il va être confronté aux tendances modernes que l'on pratique en fin de siècle en Europe, l'art nouveau, par exemple, très inspiré de la nature, et ce fameux symbolisme tel que le pratique à l'époque Puvis de Chavannes, fameux fresquiste, Maurice Denis, Gustave Moreau, Edward Burne-Jones, par exemple aussi. Donc, c'est fort de tout ce nouveau bagage qu'il rentre au pays en fin de l'année 1897 et là, des changements vont s'opérer et vont commencer la deuxième partie de la carrière d'Ozias Leduc, vraiment caractérisée par des œuvres beaucoup plus complexes, aux forts accents symbolistes, à 100 lieues de ce que l'on fait ici à son époque. Et c'est donc sur ça qu'on va revenir dans la prochaine capsule de cette série.